il y a des avertissements qu'on ne peut pas ignorer. Il voulait un accident. Vous êtes entré chez moi, maintenant c'est mon jeu. Le camion poubelle s'est arrêté juste devant ma résidence rue des Pyrénées, à Belleville, exactement à 6h47, comme tous les mardis ces 3 derniers mois. Mais ce matin-là, quelque chose semblait différent. Peut-être la façon dont Charles Moreau, le nouveau ramasseur d'ordures, jetait un coup d'œil furtif vers la fenêtre de notre chambre. Ou peut-être le fait que ma femme Daphné murmurait au téléphone jusqu'à 2h du matin, encore une fois. Je m'appelle Adrien Saint, 43 ans, ingénieur de maintenance chez Veoliao, la compagnie de distribution d'eau de la région parisienne. Ce n'est pas le genre de boulot qui vous emmène à des cocktails mondains, mais ça paie les factures et garde les lumières allumées dans notre modeste maison de 2 étages à Belleville. Daphné disait toujours que j'étais trop pragmatique pour mon propre bien. Ces jours-ci, je commence à penser que ce n'est pas si mal. « Bonjour, Charles », ai-je lancé, en poussant notre poubelle jusqu'au trottoir. L'homme imposant a levé les yeux du chargement des recyclables de la voisine. Charles était costaud comme un ancien rugbyman, avec des cheveux grisonnants et des mains qui semblaient avoir connu plus que leur part de labeur. « Monsieur Saint », a-t-il hoché la tête, mais ses yeux continuaient à dévier vers la maison. « Je peux vous demander quelque chose ?» Allez-y, Charles a essuyé ses mains sur sa salopette et s'est approché. Assez près pour que je sente l'odeur de café et de cigarette dans son haleine. Vous devez quitter cette maison avant que ça arrive ce soir. J'ai ri. J'ai dû rire d'abord. Qu'est-ce qui va arriver? Au lieu de répondre, Charles a relevé le bas de sa chemise de travail. Tatoué sur ses côtes, un dessin élaboré, une araignée enroulée autour d'un poignard, avec les mots « Loyauté éternelle » inscrits en dessous. De l'encre de prison. Sans doute. Ne dites rien à votre femme, a-t-il murmuré. Ce soir. Les hydrauliques du camion ont sifflé tandis que Charles jetait nos ordures et passait à la maison suivante. Je suis resté là, tenant la poubelle vide, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Un ex-tolard me donnant des avertissements critiques sur ma propre maison. Et l'étrange, le dessin du tatouage me semblait familier. J'avais vu quelque chose de similaire récemment, mais je n'arrivais pas à me rappeler où. De retour à l'intérieur, Daphné était déjà habillée pour le travail, dans son tailleur noir impeccable et ses escarpins. Elle travaillait comme directrice créative chez Pinacle Publicité, dans le centre de Paris. Tout en verre et acier, et le genre d'art moderne qui ressemble à un éternuement sur une toile. À 38 ans, elle était toujours éblouissante, avec des cheveux châtain roux et des yeux verts qui pouvaient vous glacer quand elle était en colère. « Tu es levé tôt », a-t-elle dit, sans quitter son portable des yeux. « Jour des poubelles, tu sais comment c'est. » Elle a scrollé sur ce qui la captivait. « Je rentrerai tard ce soir. Grande présentation demain. » Encore une. C'était la 3e de la semaine. Maintenant, elle m'a regardé et j'ai vu quelque chose clignoter dans ses yeux. Irritation? Culpabilité. Ça s'appelle l'ambition, Adrien. Tu devrais essayer un jour. Le commentaire a fait mal, mais je l'ai laissé passer. Daphné lançait des pics comme ça depuis des mois. Depuis qu'elle avait commencé sa routine de gym et acheté toute cette lingerie neuve que je ne la voyais jamais porter. Ces derniers temps, elle me traitait comme un meuble. Utile à avoir sous la main, mais rien que l'on remarque vraiment. Après son départ, je me suis surpris à penser à l'avertissement de Charles. Le type était clairement un ex-tolard, mais il y avait quelque chose dans ses yeux. De la peur, peut-être, ou de la reconnaissance, comme s'il savait quelque chose que j'ignorais. J'y pensais encore en arrivant au travail. La station de traitement était un labyrinthe de tuyaux et de cuves, avec le bourdonnement constant des machines. Mon bureau était un placard glorifié avec vue sur les bassins de décantation, mais c'était le mien. Julien Leclerc, mon assistant et ce que j'avais de plus proche d'un ami ces temps-ci, a passé la tête vers 10h. « Tu as l'air d'avoir avalé un citron amer », a-t-il dit, en s'affalant sur la chaise en face de mon bureau. Julien avait 28 ans, maigre comme un clou, et le genre d'optimisme qui vient de ne pas encore être marié. Juste fatigué. Daphné travaille tard beaucoup. Ah. Julien a hoché la tête d'un air entendu. La bonne vieille routine des heures sup. L'ex de ma sœur a fait pareil. Ce n'est pas comme ça. Bien sûr que non. C'est pour ça que tu as l'air d'avoir mâché du verre.
J'aurais voulu lui parler de l'avertissement de Charles, mais ça sonnait fou même dans ma tête. À la place, je me suis concentré sur les ordres de travail du jour. On avait une panne de pompe au secteur 7 et un remplacement de vanne qui traînait depuis 3 semaines. Des problèmes normaux avec des solutions normales, le genre où j'excellais. Il était plus de 18 heures quand j'ai enfin quitté le travail. Le Zinc, le bistrot du quartier où je m'arrêtais de plus en plus souvent ces temps-ci. L'endroit était exactement ce qu'il paraissait. Éclairage tamisé, sol collant, et le genre de clientèle qui incluait des ouvriers à la retraite et des types divorcés comme moi, qui n'étaient pas encore tout à fait divorcés. Madame Delphine, la patronne et barmaid, était une femme d'une 50aine d'années qui avait tout vu 2 fois et n'était impressionnée par rien. Elle m'a servi mon whisky sec habituel sans demander. « Tu as l'air préoccupé, mon chou », a-t-elle dit, en essuyant les verres avec une efficacité rodée. « Charles Moreau, ai-je dit. Le ramasseur d'ordures. Tu sais quelque chose sur lui ?» Les mains de Delphine se sont arrêtées un instant. « Charles ? Bien sûr, je le connais. Pourquoi ? Il m'a dit quelque chose d'étrange ce matin. Quelque chose sur le fait que je devais quitter la maison. Charles a fait de la tôle en province. Braquage armé, je crois. Mais il est clean depuis sa sortie. Il bosse dur. Il reste discret. Elle s'est penchée plus près. Mais il a un bon instinct pour les gens. Si Charles t'a dit de partir, j'écouterai. C'est dingue. Partir parce que le ramasseur d'ordures a un pressentiment. Mon chou, je tiens un bar depuis 23 ans. Tu apprends à lire les gens. Et là, tu lis comme un homme qui sait déjà qu'il est dans la merde, mais qui ne veut pas l'admettre. J'ai fini mon verre et suis rentré. Les mots de Delphine résonnaient dans ma tête. La maison était sombre quand j'ai garé dans le garage. La voiture de Daphné n'était pas là, ce qui n'était plus inhabituel. Encore une soirée tardive au bureau. Je tâtonnais pour les clés quand j'ai remarqué quelque chose sur le capot de mon pick-up. Petit, métallique, peint en vert olive. Une grenade factice, du genre que les gosses utilisent pour jouer à la guerre, mais celle-ci avait été modifiée. La goupille était réelle, et il y avait une note attachée avec du fil de pêche. La prochaine fois, ce ne sera pas un jouet. Mes mains tremblaient en déverrouillant la porte d'entrée. À l'intérieur, tout semblait normal. Trop normal, comme si quelqu'un avait pris soin de ne rien déranger. J'ai vérifié le système d'alarme que Daphné avait insisté pour installer l'année dernière. Il indiquait aucune entrée non autorisée, mais le timestamp montrait qu'il avait été désarmé pendant 3 heures l'après-midi. Je regardais encore l'écran quand les phares de Daphné ont balayé la fenêtre du salon. Elle est entrée, parfaitement composée, pas un cheveu de travers. « Tu es rentré tôt », a-t-elle dit, en posant son sac. J'ai trouvé ça sur mon pick-up. J'ai brandi la grenade. Elle a à peine regardé. Probablement des gamins qui font une blague. Tu sais comment ils sont dans le quartier. Les gamins ne laissent pas de menaces de mort, Daphné. Menaces de mort ? Elle a ri, mais ça sonnait forcé. Adrien, tu es parano. C'est un jouet. Ouais, et moi je suis le Père Noël. J'ai tourné la grenade dans mes mains. Quelqu'un est venu chez nous aujourd'hui. L'alarme a été coupée. Je suis rentré déjeuner. J'ai dû oublier de la rallumer. Tu ne rentres jamais déjeuner. Eh bien, aujourd'hui si. Sa voix avait cette pointe qui surgissait quand elle en avait fini avec une conversation. Je vais prendre une douche. Essaie de ne pas voir des complots partout pendant que je suis parti. Pendant qu'elle montait, j'ai aperçu quelque chose sur sa main gauche. Un tatouage petit, assez frais pour que la peau soit encore un peu rouge. Une araignée enroulée autour d'un poignard, identique à celui de Charles. Je suis resté assis dans le salon sombre longtemps après ça, tournant la grenade factice dans mes mains. L'avertissement de Charles résonnait. Vous devez quitter cette maison avant que ça arrive. La question était, avant quoi ? J'étais sur le point de le découvrir. Le lendemain matin, Charles n'était pas dans le camion poubelle. Un type différent, plus jeune avec des yeux nerveux, a ramassé nos ordures sans contact visuel. Quand j'ai demandé où était Charles, il a haussé les épaules et marmonné quelque chose sur un changement de route. J'ai passé la journée au travail à essayer de me concentrer sur un projet de remplacement de canalisation d'eau, mais mon esprit vagabondait. Le tatouage sur la main de Daphné, la grenade factice,
l'avertissement de Charles et des pièces d'un puzzle dont je ne voyais pas encore la forme entière. Julien a remarqué ma distraction lors de la réunion de sécurité de l'après-midi. « Tu es ailleurs aujourd'hui, chef. Tout va bien à la maison? Définis-le bien. » Aïe. Si mal que ça? J'ai presque tout raconté alors. Sur Charles, sur le tatouage, sur la certitude croissante que ma femme était impliquée dans quelque chose que je ne comprenais pas, mais ça sonnait fou même pour moi. Juste les trucs normaux de couple marié, ai-je dit à la place. Après le travail, j'ai décidé de sauter le zinc et de rentrer directement. Peut-être pouvais-je attraper Daphné avant qu'elle ne sorte pour une autre soirée tardive au bureau. Peut-être pouvions-nous parler vraiment, comme au bon vieux temps, quand elle me regardait encore comme si j'étais plus qu'un inconvénient. Le soleil se couchait quand je suis entré sur le parking du supermarché près de chez nous. J'avais besoin de lait, de pain, les basiques, des choses normales pour une soirée normale. Je revenais à mon pick-up, sac en papier à la main, quand j'ai remarqué la fourgonnette blanche garée 3 places plus loin. 2 hommes assis à l'avant, tous deux avec des casquettes de baseball baissées. Quelque chose en eux m'a mis mal à l'aise. Peut-être la façon dont ils avaient positionné la fourgonnette pour bloquer mon pick-up. Peut-être le fait qu'aucun ne me regardait, mais que je sentais leur attention comme la chaleur d'un feu. Je pêchais mes clés quand ils ont bougé. Le premier est sorti de la fourgonnette avant que je réagisse, traversant la distance en pas rapide et silencieux. Il était de taille moyenne, mais solide, avec des muscles de vrai travail, pas de salle de sport. Son partenaire m'a flanqué par la gauche, coupant ma voie de fuite. Adrien Saint, a demandé le premier. Sa voix était calme, professionnelle. Ça dépend qui demande. Il a souri, mais ça n'atteignait pas ses yeux. Quelqu'un qui pense que vous devriez vous mêler de vos affaires. Le coup m'a atteint au plexus solaire, me pliant en deux. Le sac de course a explosé sur l'asphalte, les briques de lait se rompant et se répandant en une flaque blanche. Avant que je me redresse, des mains ont saisi mes bras et m'ont traîné entre 2 voitures garées. C'est à propos des affaires de votre femme, a dit le deuxième homme. Il avait une cicatrice courant de l'oreille gauche au coin de la bouche. Restez en dehors. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Le premier coup a cassé mon nez. J'ai senti le cartilage craquer et goûter le fer. Le second m'a touché aux côtes et j'ai entendu quelque chose se fendre. Daphné a des amis, a dit cicatrice. Des amis qui n'aiment pas les maris curieux. Ils m'ont travaillé pendant 2 minutes, mais ça a semblé des heures. Du travail pro. Rien qui se voit sauf si j'enlevais ma chemise. Rien qui m'envoie à l'hôpital. Juste assez pour faire passer le message. La prochaine fois, on ne sera pas si gentil, a dit le premier en s'éloignant. Restez en dehors des affaires de Daphné ou on revient et on finit ça. Je suis resté là sur le parking pendant je ne sais combien de temps, avec un goût métallique dans la bouche et essayant de respirer autour de ce qui ressemblait à une côte cassée. Une femme allant à sa voiture m'a trouvé et a appelé les urgences. Les paramédics voulaient m'emmener à l'hôpital, mais je les ai convaincus que j'allais bien. Juste un vol qui a mal tourné, ai-je dit. Crime aléatoire. La police a pris ma déposition, mais j'ai vu dans leurs yeux qu'ils n'espéraient pas attraper qui que ce soit. 2 types dans une fourgonnette blanche. Ça pouvait être n'importe qui. Ça arrive tout le temps. Il était presque 22 heures quand je suis enfin rentré. La voiture de Daphné était dans le garage, ce qui m'a surpris. Elle était dans la cuisine, encore en tenue de travail, se servant un verre de vin. Mon Dieu, Adrien, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? J'ai été agressé. Parking du supermarché. Elle a accouru, tout inquiète et touche douce. L'espace d'un instant, elle était la femme que j'avais épousée. Celle qui pensait mes coupures et bleues de projet de week-end à la maison. Tu as appelé la police? Tu es allé à l'hôpital? Police? Oui. Hôpital? Non, je vais bien. Tu n'as pas l'air bien. Regarde-toi. Elle a touché mon nez enflé avec précaution. On devrait t'emmener vérifier. Je t'ai dit que je vais bien, Daphné. Quelque chose dans ma voix l'a fait reculer. Ok, si tu es sûr. Je l'ai vu se resservir du vin, notant le léger tremblement de ses mains. Chose drôle, ai-je dit. Les types qui ont fait ça, ils t'ont mentionné. Le verre de vin s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Quoi? Ils ont dit que je devais rester en dehors de tes affaires.
Une idée de ce que ça pourrait signifier? Non. Mais elle n'a pas croisé mon regard. Probablement du blabla dingue aléatoire. Tu sais comment sont les criminels. Ouais, aléatoire. J'ai touché mon nez et grimacé. Je monte me coucher. Adrien, attends. Elle a attrapé mon bras. Peut-être qu'on devrait parler. Parler vraiment de nous, de tout. L'espace d'un seconde, j'ai presque cru en elle, presque pensé qu'on pouvait surmonter ce que c'était. Puis j'ai vu le tatouage sur sa main de nouveau, frais et rouge et identique à l'encre de prison de Charles. Demain, ai-je dit. Je suis fatigué ce soir. Je suis monté et verrouillé la porte de la chambre, quelque chose que je n'avais jamais fait en 15 ans de mariage. Par la fenêtre, je voyais la rue où le camion poubelle de Charles devrait être garé, se préparant pour la route du lendemain. Mais la rue était vide. J'ai passé la plus grande partie de la nuit éveillé, écoutant Daphné bouger en bas. Vers 2 heures du matin, je l'ai entendu parler au téléphone, voix trop basse pour distinguer les mots, mais le ton urgent, presque désespéré. Quand j'ai enfin dormi, j'ai rêvé d'araignées et de poignards et d'hommes au visage cicatrisé. Et quelque part dans le rêve, Charles Moreau secouait la tête tristement, disant « Je t'ai averti de partir. Maintenant c'est trop tard. » Je me suis réveillé en sachant qu'il avait raison. Le lendemain matin, Daphné était partie avant que je me lève. Pas de note, pas d'au revoir, juste l'odeur persistante de son parfum et une tasse de café vide dans l'évier. Mon visage ressemblait à 10 rounds avec un poids lourd, tout violet de bleu et très enflé. J'ai appelé le travail pour dire que j'étais malade, ce qui a haussé des sourcils puisque je n'avais pas pris de congé maladie en 3 ans. Julien voulait venir vérifier, mais j'ai dit que j'avais juste besoin de repos. Ce dont j'avais vraiment besoin, c'était des réponses. Daphné travaillait chez Pinacle Publicité sur l'avenue des Champs-Élysées, une tour étincelante de verre et d'acier qui semblait dessinée par quelqu'un qui n'avait jamais entendu parler de confort. J'y étais allé exactement 2 fois en 5 ans qu'elle y travaillait. Une fois pour une fête de Noël et une pour la chercher quand sa voiture était au garage. J'ai garé de l'autre côté de la rue à 11 heures et attendu. De mon pick-up, j'avais une vue claire sur l'entrée principale du bâtiment et le parking où Daphné rangeait sa BMW. Si elle travaillait vraiment toutes ces soirées tardives, elle serait au bureau. Sinon, eh bien, au moins je saurais. À 11h47, Daphné est sortie du bâtiment. Mais pas seule. L'homme avec elle avait à peu près mon âge, peut-être un peu plus jeune, avec le genre de corps qui vient de coach perso cher et de régime géré avec soin. Il portait un costume qui coûtait probablement plus que mon salaire mensuel. Et il se déplaçait avec la confiance aisée de quelqu'un qui n'avait jamais entendu un « non ». Ils marchaient près l'un de l'autre, pas exactement en se touchant, mais intimes comme des gens qui se connaissaient bien. Très bien. Je les ai suivis 6 pâtés de maison jusqu'au Artigiano, un restaurant italien chic où le menu déjeuner commençait à 150 €. Ils ont pris une table près de la fenêtre, et je les ai observés de mon pick-up pendant qu'ils parlaient. Daphné était animée, gesticulant des mains, riant à ses blagues. Elle semblait plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des mois. Quand ils ont fini le déjeuner, l'homme l'a raccompagnée au bâtiment. À l'entrée, il l'a embrassée. Pas un baiser amical sur la joue, mais un vrai baiser. Du genre que les couples mariés devraient se donner. Je suis resté là longtemps après qu'ils aient disparu à l'intérieur, essayant de digérer ce que j'avais vu. 15 ans de mariage, et elle embrassait un autre homme en pleine rue comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La colère est venue lentement, montant comme la pression dans une chaudière. Pas seulement pour la trahison, bien que ce soit assez grave, mais pour les mensonges, les soirées tardives, la façon dont elle me traitait comme un inconvénient. Depuis combien de temps ça durait? Combien de fois était-elle revenue de chez lui et s'était couchée à côté de moi? J'étais encore là quand mon portable a sonné. Numéro inconnu. Monsieur Saint, c'est Charles Moreau. Charles, où êtes-vous? Vous n'étiez pas sur la route hier. J'ai dû changer de route. Plus sûr comme ça. Sa voix était tendue. On doit parler ce soir. Vous connaissez l'ancien entrepôt de l'usine textile à Saint-Denis, l'abandonné? Oui. 20 heures. Venez seul et ne dites rien à votre femme. La ligne a coupé. J'ai passé le reste de la journée à essayer de donner un sens à tout. La trahison était assez claire. Daphné me trompait avec Monsieur Costume Cher. Mais comment ça se connectait à l'avertissement de Charles? La raclée sur le parking, les tatouages identiques.
À 20h30, j'ai conduit jusqu'à Saint-Denis. L'ancien entrepôt de l'usine était fermé depuis des années, relique d'une époque où l'essence coûtait moins d'1 € et le service complet signifiait quelque chose. Le pick-up de Charles était garé derrière le bâtiment, caché de la route. Il m'attendait près de l'ancienne baille de service, fumant une cigarette. De près, il semblait plus vieux que je ne pensais, le visage marqué par des années de vie dure. « Vous avez l'air en miettes », a-t-il dit. « Je me sens pire. »« C'est quoi l'histoire, Charles ?» Il a jeté sa cigarette et l'a écrasée sous son talon. « Votre femme est impliquée profondément avec des gens mauvais. Pire que vous imaginez. »« Comment vous savez pour ma femme ?»« Parce que j'ai traîné avec la même bande, l'organisation de Vipère Renault. » Il a relevé sa chemise de nouveau, montrant l'araignée et le poignard tatoué. « Ce n'est pas juste de l'encre, monsieur Saint. C'est une marque. Ça signifie que vous appartenez à Vipère, corps et âme. » Vipère ? Vincent Renault. On l'appelle Vipère parce qu'une fois qu'il vous attrape, vous êtes mort si vous essayez de partir. Les yeux de Charles étaient hantés. J'ai fait 8 ans en province parce que je ne l'ai pas balancé. Je pensais que c'était fini. Puis j'ai commencé à ramasser les poubelles dans votre quartier et j'ai vu votre femme avec la même marque. Les pièces commençaient à s'assembler. L'homme avec qui elle était aujourd'hui, costume cher, ressemble à un banquier. C'est lui, Vincent Renault. Et si votre femme a sa marque, elle est dans sa bande maintenant, ce qui signifie qu'elle planifie quelque chose et vous êtes sur le chemin, quel genre de chose ? Charles a allumé une autre cigarette avec des mains tremblantes. Fraude à l'assurance, peut-être. Ou elle a des dettes à payer. De toute façon, la solution habituelle est un accident pratique pour le mari. La grenade factice, la raclée, les avertissements pour rester en dehors des affaires de Daphné. Tout prenait un sens horrible. Pourquoi vous me dites ça ? Parce que j'ai une fille de votre âge, a dit Charles doucement. Et parce que personne ne mérite de mourir pour avoir été assez bête pour faire confiance à la mauvaise personne. On a parlé 20 minutes de plus. Charles m'a raconté l'opération de Vipère, usure, extorsion, fraude à l'assurance, petit crime organisé avec grande violence pour ceux qui se mettaient en travers. Il m'a parlé du rituel du tatouage, comment les nouveaux membres prouvaient leur loyauté dans un rite liant. Votre femme a la marque, mais elle est fraîche, a-t-il dit. Ça signifie qu'elle est nouvelle dans la bande. Probablement désespérée pour de l'argent ou dans un autre pétrin. Qu'est-ce que je fais ? Partez ce soir, faites vos valises et disparaissez jusqu'à ce que ça passe. Je ne peux pas juste fuir. Vous ne pouvez pas non plus lutter contre Vincent Renault. Le type a des connexions dans toute la ville. Police, juges, conseillers municipaux. Vous n'êtes qu'un ingénieur de maintenance. Ouais, ai-je dit, la colère montant dans ma poitrine. Juste un ingénieur de maintenance. Charles a dû entendre quelque chose dans ma voix car il a reculé. Ne faites rien de stupide, monsieur Saint. Ces gens vous détruiront. Peut-être, mais je ne vais pas fuir. J'ai conduit lentement jusqu'à la maison, pensant à tout ce que Charles m'avait dit. La voiture de Daphné était dans le garage et les lumières allumées dans la cuisine. Une soirée suburbaine normale si vous ignoriez les araignées et poignards cachés dessous. Elle était à la table de la cuisine avec son ordinateur portable, travaillant sur ce qui ressemblait à des layouts publicitaires. Elle a levé les yeux quand je suis entré et j'ai vu l'inquiétude clignoter sur son visage. « Ton nez a l'air mieux », a-t-elle dit, moins enflée. « Ouais, je guéris vite. » Adrien, à propos d'hier soir, de ce que ces hommes ont dit. J'ai réfléchi à... À quoi, Daphné ? Elle a fermé l'ordinateur. Peut-être qu'on devrait partir un moment. Prendre des vacances. Quitter la ville jusqu'à ce que les choses se calment. Les choses ? Ce qui se passe. L'agression, les menaces. Peut-être que c'est lié à ton travail d'une façon ou d'une autre. Un client mécontent ou quelque chose. Je me suis assis en face d'elle, étudiant son visage. Elle était bonne. Je devais l'admettre. L'inquiétude semblait genuine. L'affliction réelle. Si je ne l'avais pas vu embrasser Vincent Renault. Si Charles ne m'avait pas parlé des tatouages, j'aurais pu y croire. Sais-tu ce qui est drôle, ai-je dit. Je t'ai vu aujourd'hui dans le centre déjeuner avec un ami. Beau gosse, costume cher. Quelque chose a clignoté dans ses yeux. Ah, réunion client. Tu embrasses tous tes clients comme ça ?
Le masque a glissé une seconde. J'ai vu un calcul derrière ses yeux. La course mentale rapide de quelqu'un dont le mensonge venait d'être exposé. Adrien, je peux expliquer. Je suis sûr que tu peux, mais je suis fatigué des explications. Je me suis levé. Je monte me coucher. On n'en parle plus demain. Attends. Elle a attrapé mon bras. S'il te plaît, laisse-moi expliquer pour Vincent. Vincent. Elle avait utilisé son vrai nom sans y penser. Confirmation si j'en avais besoin. Demain, Daphné. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je suis monté et ai verrouillé la porte de la chambre de nouveau. À travers les murs fins, je l'ai entendu au téléphone. Voix urgente et inquiète, probablement appelant Vincent, disant que le mari devenait suspicieux. Je me suis couché sur le lit, fixant le plafond, pensant au conseil de Charles de fuir. C'était le coup intelligent, le sûr. Faire les valises et disparaître jusqu'à ce que Vipère se lasse et passe à une proie plus facile. Mais je n'avais jamais été du genre à fuir. Étage 15 ans de mariage, même un mauvais, méritait plus que de se faufiler dans la nuit. Je me suis réveillé jeudi matin avec un plan. Pas un bon plan, peut-être, mais un plan quand même. Si la bande de Vincent Renaud voulait jouer avec ma vie, j'allais leur montrer que les ingénieurs de maintenance savaient une ou deux choses sur la résolution créative de problèmes. Daphné était déjà partie quand je me suis levé, ce qui devenait le nouveau normal. J'ai appelé le travail pour dire que c'était une intoxication alimentaire cette fois. Julien a sonné sceptique, mais m'a couvert sans trop de questions. J'ai passé la matinée à la quincaillerie et au magasin d'électronique, achetant des fournitures, rallonges, minuteries électriques, détecteurs de mouvement, des trucs qui sembleraient innocents pour qui ignorait ce que je planifiais. La beauté de travailler sur les systèmes municipaux d'eau depuis 20 ans, c'est que vous apprenez comment tous les types de systèmes mécaniques et électriques fonctionnent, et plus important, comment les faire échouer au moment précis. À midi, j'avais tout installé au sous-sol. Pour un observateur casual, ça ressemblait à une maintenance routine sur le chauffe-eau et le panneau électrique. Mais j'avais préparé des surprises pour qui descendrait sans invitation. Le détecteur de mouvement était caché derrière la chaudière, relié à une minuterie qui couperait l'électricité des lumières du sous-sol après 30 secondes de délai. Les rallonges étaient arrangées pour ressembler à un bordel accidentel, mais formaient un labyrinthe soigneux qui guiderait les intrus vers le coin éloigné où j'avais monté mon piège. Le vieux établi en bas avait un étau qui exerçait environ 900 kg de pression par centimètre carré. Je l'avais armé avec une télécommande pour l'opérer de loin. Quiconque s'approcherait trop pour inspecter trouverait sa main ou son bras coincé dans une étreinte qui pouvait broyer l'os. C'était brut, mais ça marcherait et enverrait le message qu'Adrien Saint n'était pas si sans défense qu'il paraissait. Je terminais les touches finales quand j'ai entendu une voiture dans le garage. Par la fenêtre du sous-sol, j'ai vu la BMW de Daphné. Mais elle n'était pas seule. Une escalade noire se garait derrière, et 3 hommes en sortaient. Vincent Renaud semblait encore plus cher de près. Son costume était parfaitement taillé. Ses chaussures coûtaient probablement plus que mon pick-up, et il se déplaçait avec l'arrogance décontractée de quelqu'un qui n'avait jamais entendu un « non ». Les 2 hommes avec lui étaient clairement des muscles, coups épais, yeux morts, portant des costumes bon marché qui cachaient à peine les holsters dessous. Je les entendais parler dans la cuisine au-dessus. Voix étouffée par le sol, mais le ton assez clair. Daphné sonnait nerveuse. Vincent sonnait irrité. Les muscles ne parlaient pas beaucoup, mais je les entendais bouger, probablement en vérifiant la maison. Adrien a appelé Daphné depuis l'escalier. « Tu peux monter ? Il y a quelqu'un que je veux te présenter. »« J'arrive » ai-je répondu, empochant la télécommande de l'étau. Je les ai trouvés dans le salon. Daphné perchée au bord du canapé, mains serrées sur les genoux. Vincent debout près de la cheminée, examinant nos photos de mariage avec l'intérêt distant qu'on donne à une expo de musée. Ses 2 associés flanquaient la porte, bloquant toute voie de fuite. « Monsieur Saint » a dit Vincent sans se retourner. « J'ai tant entendu parler de vous. J'aimerais pouvoir en dire autant. » Maintenant il s'est tourné et j'ai eu mon premier bon regard sur Vincent, Vipère, Renaud de près. Il était beau du genre des hommes qui dépensent sérieusement pour l'apparence. Dents parfaites, cheveux parfaits, bronzage parfait. Mais ses yeux étaient froids, calculateurs, les yeux d'un prédateur évaluant sa proie. « Votre femme me dit que vous posez des questions, » a-t-il dit, fouinant dans des choses qui ne vous regardent pas, « les affaires de ma femme me regardent. » Vraiment ? Il a souri.
Mais il n'y avait pas de chaleur dedans. Parce que de mon point de vue, les affaires de votre femme sont de la garder heureuse. Et dernièrement, c'est mon boulot. La cruauté décontractée m'a frappé comme un coup physique. Il n'essayait même pas de cacher la trahison. Il ne se donnait pas la peine de nier ou expliquer, il la posait là comme un fait de nature. Adrien, a dit Daphné doucement. Vincent et moi, on doit te parler de certaines choses. Quelles choses? Vincent s'est dirigé vers le manteau de la cheminée et a pris une photo encadrée de notre lune de miel à Honfleur. On avait l'air si jeune, si heureux, comme si on s'aimait vraiment. Votre femme me doit de l'argent, a-t-il dit, encore en étudiant la photo. Beaucoup d'argent, en fait. Dettes de jeu principalement. Quelques autres dépenses. Combien? 800 000 euros, à peu près. Le chiffre m'a frappé comme un coup à l'estomac. 800 000 euros. Plus de 4 ans de mon salaire. Plus que la valeur de la maison. Je n'ai pas ce genre d'argent. Non, mais vous avez une assurance vie. Un demi-million d'euros d'après Daphné. Assez pour payer ses dettes et laisser un bon nid pour sa nouvelle vie. Les pièces ont cliqué en place avec une clarté horrible. Les soirées tardives, la trahison, le tatouage frais, les avertissements pour rester en dehors des affaires de Daphné. Il ne planifiait pas de me voler ou blesser. Il planifiait de m'éliminer. Le truc, c'est, a continué Vincent, les accidents peuvent être compliqués à arranger. Beaucoup plus facile si le mari coopère, fait une belle longue promenade d'un pont haut, quelque chose comme ça. Propre, simple, sans enquête salissante. Et si je ne coopère pas, un des muscles a avancé. Je l'ai reconnu maintenant, l'homme à la cicatrice qui m'avait battu sur le parking. Alors les accidents deviennent plus salissants, a dit Vincent. Cambriolage qui tourne mal, accident au travail, violence aléatoire. L'assurance paie quand même, mais il y a plus de risques. J'ai regardé Daphné, assise la main pliée, évitant mon regard. 15 ans, ai-je dit. 15 ans de mariage et c'est comme ça que ça finit. Désolé, Adrien. Je suis vraiment désolé, mais je suis trop impliqué pour reculer maintenant. À quel point? Depuis quand planifiez-vous ça? 6 mois, a-t-elle dit doucement. Depuis que j'ai commencé à travailler sur le business de consultance de Vincent. Business de consultance? Vincent a souri. Je fournis divers services à des entreprises dans la ville. Protection, résolution de problèmes, financement créatif. Votre femme avait besoin d'aide avec des dettes de jeu, et une chose en a entraîné une autre. Et le tatouage, l'araignée et le poignard, a dit Vincent, une fois que vous portez ma marque, vous êtes engagé. Pas de retour en arrière, pas de changement d'avis. Sans dedans, sans dehors. Les mêmes mots que Charles avait tatoués sur les côtes. Je commençais à comprendre pourquoi il avait été si effrayé. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Maintenant on descend et on a une conversation plus privée, a dit Vincent. Loin des fenêtres, loin des voisins, quelque part où on peut parler librement de vos options. Le sous-sol. Il voulait m'emmener au sous-sol où j'avais passé la matinée à monter ma surprise. J'ai essayé de garder une expression neutre, mais quelque chose a dû transparaître car les yeux de Vincent se sont plissés. Problème, monsieur Saint? Aucun problème. Allez devant. On est descendu en file. Vincent d'abord, puis moi, puis les deux associés. Daphné est restée en haut, probablement sans vouloir voir ce qu'il planifiait. Le sous-sol ressemblait exactement à ce que j'avais laissé, en désordre, désorganisé, comme un homme pas doué pour ranger son espace de travail. Le détecteur de mouvement nous avait déjà détectés, commençant le compte à rebours de 30 secondes pour que les lumières s'éteignent. Les jours suivants ont été un flou de déposition, avocats et paperasse. La police a démantelé le réseau de Vincent Renaud avec une efficacité brutale, usure déguisée en consultance, fraude à l'assurance victimisant des familles comme la mienne, et une toile de dettes s'étendant des banlieues de Saint-Denis au bureau chic du centre. Vincent, mon ancien meilleur ami d'enfance, le type avec qui j'avais partagé des bières au Stade de France et des confidences sur le mariage, a fini me noter sur des photos fuitées dans les journaux. Pas directement de ma main, mais par le piège que j'ai aidé à tendre, l'alarme silencieuse était le déclencheur, mais j'ai fourni les détails qui ont scellé son destin. Il a tout perdu, statut d'entrepreneur à succès, contact dans l'élite parisienne, jusqu'à sa réputation d'intouchable. Maintenant, c'était juste un de plus dans la file des délateurs,
trahissant sa propre loyauté éternelle pour réduire sa peine.